Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Parfois, un événement frappe à la porte de notre quotidien avec une telle justesse, une telle coïncidence troublante, qu'il semble impossible de le réduire à un simple hasard. Comme si une force invisible tirait les ficelles de notre réalité depuis les coulisses du monde. À cet instant précis, quelque chose résonne, en dehors de toute logique, et pourtant profondément signifiant. Une rencontre fortuite, une phrase entendue au bon moment, un symbole récurrent. Tout semble murmurer à l'oreille de notre conscience. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une prophétie, c'est un langage oublié. Carl Jung l'a appelé la synchronicité. Dès le début du XXe siècle, Jung s'est éloigné des sentiers battus de la psychanalyse classique pour s'aventurer dans les territoires brumeux de l'invisible. Là où Freud parlait de pulsions et de refoulement, Jung percevait des archétypes, des énergies, des ponts entre l'âme humaine et le tissu mystérieux de l'univers. La synchronicité naît dans cet espace intermédiaire, entre hasard et destin, entre subjectivité et ordre cosmique. Elle ne se laisse ni capturer par la causalité, ni dissoudre dans l'aléatoire. À ses yeux, une synchronicité survient lorsqu'un événement extérieur coïncide de manière significative avec un état intérieur, sans lien de cause à effet. Ce qui frappe dans ces moments, ce n'est pas leur logique, mais leur sens. Comme deux lignes parallèles qui, contre toute attente, se rejoignent un instant pour tracer un message. Ce message n'est pas universel. Il est intime, presque sacré, réservé à celui qui le reçoit. Prenons un exemple. Vous pensez intensément à une amie perdue de vue depuis des années. Vous vous remémorez un souvenir précis, une odeur, un lieu. À ce moment précis, elle vous envoie message. Est-ce un hasard? Peut-être. Mais le ressenti, lui, échappe à l'analyse froide. Il y a une résonance, un vertige, une intuition. Quelque chose en vous sait que ce moment est important. Pas pour le monde, mais pour vous. Cette première intuition est capitale. La synchronicité ne parle pas à la tête. Elle parle au cœur. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle cherche à éveiller. Et c'est peut-être là son plus grand pouvoir. Elle nous oblige à écouter ce que nous avons appris à ignorer. Le monde intérieur, les sages symboles, les coïncidences pleines de sens. Jung pressentait que ces moments étaient les éclats d'une réalité plus vaste, comme des brèches dans le tissu de l'ordinaire. Des instants où le voile se soulève, où la vie elle-même semble nous adresser un clin d'œil. Pour celui qui sait regarder, la réalité devient alors un miroir. Un miroir qui ne reflète pas seulement le visible, mais aussi l'invisible, l'inconscient, le collectif, le sacré. L'enjeu est immense, car si ces coïncidences sont porteuses de sens, alors peut-être ne sommes-nous pas aussi seuls, aussi isolés dans nos pensées que nous le croyons. Peut-être que notre psyché, nos émotions, nos doutes et nos élans résonnent avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse, mais qui pourtant s'adresse à nous. Et si ces instants n'étaient pas des accidents, mais des rendez-vous? Si le hasard était un langage codé, une manière discrète qu'a l'univers de nous prendre par la main pour nous inviter à marcher dans une direction nouvelle, la synchronicité, à travers le regard de Jung, devient alors bien plus qu'un phénomène curieux. Elle devient un appel, une initiation,
C'est le seuil d'un voyage intérieur, une ouverture vers les profondeurs de l'être, mais aussi vers l'ordre caché du monde. Elle nous force à reconsidérer nos certitudes, à interroger notre rapport à la réalité. Car là où nous pensions que tout était séparé, elle nous montre l'unité. Là où nous croyions que tout était accident, elle révèle un dessein. Et ce dessein, c'est à chacun de nous de le découvrir. La synchronicité n'est pas un événement en soi. Elle est une expérience, une sensation viscérale que quelque chose, quelque part, vient d'avoir lieu avec une pertinence déroutante. Ce n'est pas seulement un fait étrange, c'est une révélation, une ouverture inattendue vers un sens caché qui se déploie soudain dans le plus banal de nos gestes. Pour celui qui y est sensible, l'univers tout entier devient un livre de signes. Carl Jung s'intéressait à ces moments comme à des nœuds de convergence entre le psychique et le physique, entre l'esprit et le monde. Ce qui frappe chez lui, ce n'est pas seulement la profondeur de sa pensée, mais la finesse avec laquelle il décrit l'intimité entre l'individu et le cosmos. À ses yeux, la synchronicité n'est pas un phénomène exotique, mais un mode de relation entre l'être humain et la totalité. Un lien entre l'intérieur et l'extérieur. Ces moments partagent tous une même qualité. Ils sont riches en sens, mais pauvres en explications. Ils surgissent souvent dans des périodes de transition, de crise, de quête de sens. Comme si le désordre intérieur ouvrait un espace dans lequel le monde pouvait faire irruption de manière symbolique. Un rêve étrange au moment d'une rupture. Un animal qui apparaît au bord d'un choix crucial. Une chanson qui résonne au cœur d'une solitude. Tout semble surgir d'un même fil conducteur invisible. Mais attention, la synchronicité n'est pas une réponse toute faite. Elle ne livre pas de vérité clé en main. Elle ne rassure pas. Elle questionne. Elle exige une posture d'ouverture, une disposition intérieure qui accepte de ne pas tout comprendre, mais de sentir. C'est une invitation à la subtilité, à l'écoute, à la lenteur. Elle exige du silence, de la présence, une certaine qualité d'attention. Car le danger est aussi là. Projeter ses désirs, ses peurs, sur n'importe quel événement. Voir des signes partout, au point d'en perdre le discernement. Jung lui-même insistait sur l'importance de la réflexion, du recul, de la conscience. La synchronicité n'est pas une superstition moderne. Elle est une révélation poétique et profonde, mais qui demande rigueur et lucidité. Elle peut prendre 1000 formes, des chiffres qui se répètent, des symboles archétypaux, des rêves prémonitoires, des rencontres improbables. Chacun d'eux a pour fonction de réveiller une partie enfouie de notre psyché, de mettre en lumière un archétype qui cherche à se manifester. Elle est donc aussi un dialogue avec l'inconscient. Et ce dialogue ne se déroule pas avec des mots, mais avec des images, des intuitions, des frissons. La synchronicité agit comme un miroir du monde intérieur. Ce que vous vivez à l'extérieur révèle ce qui est actif en vous. Et parfois, ce reflet est si juste qu'il en devient bouleversant. C'est là que réside son pouvoir de transformation. Non pas en imposant un sens extérieur, mais en résonnant avec une vérité intérieure. Elle est, au fond, une pédagogie de la reliance. Une manière d'apprendre à voir autrement. De réapprendre à lire les signes du monde, non plus comme des objets inertes, mais comme des fragments vivants d'un grand texte cosmique. Elle est une éducation du regard, un entraînement de l'âme, à reconnaître l'ordre caché derrière l'apparent chaos, pour comprendre plus profondément la synchronicité.
il faut s'aventurer au cœur d'un autre concept jungien fondamental, l'inconscient collectif. C'est là que se cache la source de ces coïncidences pleines de sens. Contrairement à l'inconscient personnel, où résident nos souvenirs refoulés et nos blessures individuelles, l'inconscient collectif est une mémoire universelle, un réservoir de symboles, de mythes, d'archétypes communs à toute l'humanité. Imagine un océan partagé, dont chaque être humain serait une vague temporaire. À la surface, chacun vit sa vie, croit être séparé. Mais dans les profondeurs, tout est relié. C'est dans ces profondeurs que circulent les archétypes, ces grandes figures universelles comme la mère, l'ombre, le sage, le héros. Ce sont eux qui, dans certains moments, émergent à travers les synchronicités. Ainsi, lorsque tu vois surgir dans ta vie un symbole récurrent, un serpent, un enfant, un arbre, il ne s'agit peut-être pas d'un hasard. Il se peut que ce soit une figure archétypale, venue activer une transformation intérieure. L'événement extérieur devient alors le canal par lequel une énergie psychique cherche à se manifester. Ce n'est plus le monde qui te parle, c'est l'inconscient collectif qui te traverse. Jung voyait là une forme de guidance, non pas une prédiction, mais une orientation. Les synchronicités ne te disent pas ce que tu dois faire. Elles t'indiquent simplement que tu es aligné, ou au contraire en dissonance, avec quelque chose de plus grand. C'est un retour du mythe dans la vie quotidienne, une réintégration du sacré dans l'ordinaire. Et cela a une conséquence directe. Ta vie prend un sens plus large. Tu n'es plus seulement un individu isolé, perdu dans l'immensité du monde. Tu es un être traversé par des courants millénaires, relié par des symboles ancestraux à l'histoire de l'humanité. Ton expérience devient signifiante, non seulement pour toi, mais pour le tout. La synchronicité agit ici comme une clé. Elle ouvre des portes que la raison ne sait pas forcer. Elle permet d'accéder à une autre manière de savoir, intuitive, symbolique, sensible. Une connaissance qui ne s'explique pas, mais qui se reconnaît intérieurement. Ce que Jung a pressenti au travers de la synchronicité dépasse de loin le simple cadre psychologique. Il y voyait un principe cosmique, un pont entre l'homme et l'univers, une passerelle entre le visible et l'invisible. Avec Wolfgang Pauli, physicien et prix Nobel, il a même exploré les liens possibles entre synchronicité et physique quantique. À travers l'entrelacement des particules ou la non-localité, certains phénomènes de la physique semblent étrangement résonner avec la logique de la synchronicité. Une logique sans cause apparente, mais avec un ordre caché. Mais l'important n'est pas tant de prouver la synchronicité que de l'expérimenter. Elle est avant tout une rencontre avec soi, une percée dans l'armure rationnelle qui nous isole du mystère du monde. Elle nous apprend à redevenir perméables à la beauté, à l'étrangeté, à la magie subtile du réel. Pour cela, encore faut-il être attentif, apprendre à ralentir, à écouter les coïncidences sans les fuir, à noter ce qui nous touche, à contempler ce qui semble anodin. Tenir un journal de synchronicité peut devenir un acte de lucidité. On commence à discerner des motifs, des rythmes, une cohérence intime. Et peu à peu, un dialogue s'installe entre nous et le monde. Ce dialogue n'est pas fait de réponses toutes faites. Il est fait de signes. Et les signes demandent une lecture intuitive, poétique, symbolique, une lecture vivante. Ainsi, les synchronicités deviennent des alliés dans notre cheminement, des compagnes silencieuses qui apparaissent au moment opportun pour nous inviter
à changer de regard, à franchir une étape, à oser un choix. Et si tu es ici, à lire ces lignes, ce n'est peut-être pas un hasard non plus. Peut-être est-ce là aussi un moment synchronique. Une invitation de l'univers à écouter plus profondément les murmures de ta propre existence. Prends ce moment comme une ouverture, comme un seuil. Et surtout, reste attentif. Le prochain signe pourrait bien être déjà en chemin. À suivre. Un jour, vous croisez un regard. Rien d'extraordinaire en apparence. Une rencontre furtive, dans un lieu anodin. Et pourtant, ce regard vous frappe en plein cœur. Quelque chose se produit. Une sensation de déjà-vu. Ou au contraire, la certitude d'un moment inédit, mais chargé d'un poids invisible. Vous continuez votre route, mais vous n'êtes plus tout à fait le même. Ce n'est pas de la psychologie, ni un délire ésotérique. C'est le surgissement du sens dans un pli de la réalité. C'est cela, la synchronicité. L'irruption de l'inattendu qui, sans raison apparente, éclaire l'intérieur. À ce niveau d'exploration, la synchronicité cesse d'être une théorie. Elle devient une manière d'habiter le monde, une pratique du regard, une ouverture à une intelligence plus vaste que la pensée, une confiance que ce qui surgit, même dans le chaos, peut contenir un message. La vie cesse d'être un enchaînement mécanique de causes et d'effets. Elle devient texte sacré à déchiffrer. Le monde devient livre. Le visible devient symbole. L'ordinaire devient signe. Mais pour cela, il faut entrer dans un état particulier de présence. Une forme de disponibilité intérieure qui ne cherche pas à forcer, mais à accueillir. L'homme moderne, obsédé par la maîtrise et le contrôle, a souvent perdu cette capacité d'étonnement. Il exige des explications, des preuves. Il veut comprendre avant de sentir. Il oublie que certaines vérités n'ont pas besoin d'être prouvées, seulement reconnues. Cette reconnaissance est un savoir du cœur, de l'intuition. Elle naît du silence, de la réceptivité, de cette manière d'écouter le monde comme on écouterait un vieil ami, avec respect, avec attention, avec amour. Lorsque vous êtes dans cet état, les synchronicités se multiplient. Non pas parce que le monde change, mais parce que vous changez de posture. Vous devenez lecteur d'un autre langage. Vous cessez de parler uniquement avec votre bouche. Vous commencez à entendre avec votre âme. Ce changement de posture est un bouleversement intérieur. Il demande de la patience, de la discipline. Il s'appuie sur des pratiques concrètes. La méditation, l'écriture intuitive, la contemplation, la marche consciente. Chaque jour, il faut nourrir cette disponibilité, entretenir cette flamme fragile qui éclaire les zones d'ombre. Car ce n'est pas le monde qui est muet, c'est nous qui avons oublié comment l'écouter. Et parfois, ce retour de l'écoute provoque des renversements profonds. Une personne en deuil qui retrouve dans un rêve la présence symbolique de l'être aimé. Un jeune adulte perdu qui voit apparaître, dans les signes du quotidien, un chemin qui fait sens. Une mère angoissée qui reçoit, par le plus curieux des hasards, une parole de paix venue d'un inconnu. Ce ne sont pas des contes. Ce sont des expériences réelles, intimes, qui marquent une vie. Ce sont des confirmations que le monde intérieur n'est jamais séparé du monde extérieur. Il y a entre les deux un pont, et ce pont s'appelle synchronicité. Ce pont est fragile. Il peut être ignoré, ridiculisé, piétiné. Mais pour celui qui le traverse, il ouvre à une autre réalité. Un monde dans lequel chaque chose peut devenir message. Où rien n'est plus anodin. Où le bruit devient musique, le hasard devient lettre,
et le silence devient réponse. Cela ne veut pas dire que tout est signe, mais cela signifie que tout peut le devenir, si nous savons comment lire. Carl Jung nous a légué plus qu'un concept. Il nous a transmis une clé, une façon d'entrer dans un dialogue avec l'invisible, sans pour autant sombrer dans l'irrationnel. Il ne s'agit pas de magie, mais d'une intelligence élargie. Une pensée qui ne se réduit pas à l'analyse, mais s'ouvre à la symbolique. Une spiritualité incarnée, qui ne fuit pas le monde, mais le pénètre de sens. Et dans cette pénétration, quelque chose se transforme. La douleur devient apprentissage. Le doute devient initiation. La solitude devient appel. Et chaque coïncidence devient une main tendue. Non pour donner des ordres, mais pour montrer que l'on n'est pas seul. Que ce qui nous traverse résonne avec une architecture plus vaste. Que nos chutes, nos élans, nos pertes et nos renaissances font partie d'un récit plus grand. La synchronicité, à ce stade, devient un art de vivre, un art discret, silencieux, mais bouleversant. Il nous apprend à ne pas séparer ce que le monde a divisé. La science et le sacré, la matière et l'esprit, l'individu et le tout. Il nous apprend à reconnaître, derrière les apparences, l'unité vibrante de toute chose. Et dans cette reconnaissance, une paix nouvelle peut émerger. Une paix née non de la certitude, mais de la confiance. Une paix née du fait de sentir que, même dans le chaos, il y a du sens à révéler. Il existe des périodes dans la vie où les synchronicités se déchaînent, des moments où les signes affluent, les coïncidences s'intensifient, les rêves deviennent prémonitoires. Les symboles envahissent nos jours comme nos nuits. Ces périodes ne sont jamais anodines. Elles marquent un seuil, une transformation en cours, un passage. C'est ce que Jung appelait le kairos. Le moment opportun, le temps propice à la métamorphose. Ce kairos n'est pas prévu dans les calendriers. Il surgit à l'improviste. Il bouscule, il dérange, mais il éclaire. C'est dans ces instants que le soi profond se manifeste, que l'inconscient collectif fait irruption dans le quotidien, que l'âme, enfin, réclame sa place. Les synchronicités deviennent alors autant de flambeaux dans la nuit de l'incertitude. Il ne faut pas les craindre, il faut les accueillir. Leur survenue est souvent liée à des crises, une rupture, un deuil, une perte de repères, une maladie, une remise en question. Ce sont ces fissures de l'être qui permettent à la lumière de l'archétype de passer. Le masque tombe, le réel vacille. Et c'est dans ce vertige que l'âme se fraye un passage. Chaque signe reçu en ces temps-là agit comme une boussole. Il ne donne pas de direction absolue, mais il confirme l'intuition. Il apaise l'angoisse. Il dit « Tu es au bon endroit, même si tu ne comprends pas encore. » Ce sont des repères sensibles, non logiques, mais puissants. Ils nous rappellent que le chaos apparent peut être la surface d'un ordre plus vaste. Certains pourraient y voir une dérive mystique. Mais ceux qui ont vécu ces moments savent qu'il ne s'agit pas d'une croyance. Il s'agit d'un vécu, d'une certitude intime, comme si l'univers cessait d'être indifférent et devenait complice, non pour nous sauver, mais pour nous accompagner, comme une présence silencieuse qui veille. Le kairos n'est pas éternel. Il s'ouvre et se referme. Il faut savoir le reconnaître. Il exige une vigilance intérieure. Il demande qu'on garde trace de ce qui surgit. Un journal, des dessins, des mots, des gestes rituels. C'est ainsi que l'on donne forme à l'invisible, que l'on traduit l'ineffable en matière vivante. Il faut aussi faire preuve de courage, car répondre à la synchronicité,
c'est parfois changer de voie, rompre avec d'anciens schémas, oser l'inconnu. Cela demande de la force, mais aussi de la foi. Une foi non religieuse, mais existentielle. Une foi en l'appel du vivant, en ce qui cherche à naître à travers nous. Dans ces moments-là, on découvre que la synchronicité n'est pas un phénomène extérieur. C'est une qualité d'être, une manière d'être en résonance avec l'ensemble, de ne plus lutter contre la vie, mais de danser avec elle. Et cette danse, même maladroite, même hésitante, est plus juste que toutes les certitudes figées. Les périodes de Kairos, aussi intenses soient-elles, passent, mais elles laissent des traces. Elles nous initient. Elles se nous rendent plus souples, plus poreux, plus à l'écoute. Et cette écoute devient un état permanent, une veille intérieure, un art d'être au monde autrement, où chaque détail peut devenir enseignement, où chaque instant peut porter la voix du tout. Ceux qui vivent les synchronicités comme des signes vivants le savent. Ce n'est pas une compétence, c'est une disposition. Il ne s'agit pas de les provoquer, mais de les inviter. Comme on invite la pluie en ouvrant la terre. Cela demande un état particulier, un alignement, une écoute fine du dedans et du dehors. Parmi les pratiques les plus puissantes, la méditation joue un rôle fondamental. Non pour s'évader, mais pour revenir. Revenir au présent, à la respiration, à la conscience nue. Dans le silence, l'intuition peut émerger. Dans le calme, les signes se montrent. Le bruit du mental baisse, et soudain, l'invisible se rend audible. Écrire est aussi une manière de fixer ces instants. Tenir un carnet de synchronicité. Noter les rêves, les pensées fulgurantes, les coïncidences. Cela crée un tissu, une mémoire symbolique qui nous permet de voir émerger des motifs, des cycles, des messages. Avec le temps, ces traces deviennent un miroir de l'âme. Mais plus encore, c'est l'intention qui ouvre le champ. Être clair sur ce que l'on cherche, poser une question intérieure, formuler un désir authentique. Le monde répond mieux à la clarté, comme si l'univers n'ouvrait ses portes qu'à ceux qui osent demander. Et cette demande, si elle est sincère, devient une graine. À son heure, elle germe. La confiance est elle a le terreau de cette graine. Une confiance non naïve, mais profonde. Celle qui accepte de ne pas tout comprendre, mais de sentir que tout a sa place. Celle qui sait que l'univers ne répond pas toujours comme on l'attend, mais toujours comme c'est juste. Et dans cette justesse, le cœur se repose. Et puis, il y a l'émerveillement, ce regard d'enfant, capable de s'étonner d'un papillon, d'un mot, d'un silence. Ce regard est le plus précieux, car il ouvre la porte au sacré. Il fait de l'ordinaire un miracle. Il transforme l'instant en éternité. Et dans cette éternité fugace, le signe peut apparaître. Être disponible à la synchronicité, c'est aussi accepter de ne pas contrôler, d'accueillir l'inconnu, d'aimer la surprise, d'écouter ce qui ne fait pas de bruit. C'est une posture d'amour, un amour non sentimental, mais ontologique, un amour pour la vie en tant que telle, pour le mystère qu'elle incarne. À ce stade du voyage, il n'est plus question de croire ou de ne pas croire à la synchronicité. Il s'agit de l'avoir vécu, de l'avoir ressenti dans sa chair, dans ses rêves, dans ses hésitations. Il s'agit d'avoir entendu cet appel subtil, cette invitation muette à regarder autrement. La synchronicité n'est pas un phénomène à collectionner. Elle est un chemin, une voie d'approfondissement, une descente vers l'intérieur et une ouverture vers le tout. Elle transforme notre rapport au monde,
à nous-mêmes, aux autres. Elle ne nous dit pas quoi faire, mais elle nous montre qui nous sommes. Ce que Jung a semé est immense. Il a rappelé que l'être humain est plus vaste que son ego, qu'il est traversé par des forces, des images, des mémoires collectives, et que ces forces parlent parfois à travers les coïncidences, non pour manipuler, mais pour éveiller, non pour dominer, mais pour révéler. Nous vivons à une époque où cette sensibilité est plus que jamais nécessaire, dans un monde saturé d'informations, de distractions, de rationalité froide. La synchronicité nous rappelle à la poésie, au mystère, au symbolique. Elle réintroduit du sacré dans le banal, du sens dans le bruit, de la lumière dans le flux. Elle nous invite à ralentir, à écouter, à accueillir et surtout à faire confiance. Confiance en notre intuition, confiance dans les cycles, confiance dans cette part invisible de l'existence qui nous échappe, mais nous relie. Ce voyage n'a pas de fin. Il ne se clôture pas par une vérité. Il s'ouvre, au contraire, sur une infinité de possibles, une infinité de signes, une infinité de dialogues entre soi et le monde. Et toi, maintenant que tu es arrivé ici, que vas-tu en faire? Vas-tu refermer cette parenthèse? Ou vas-tu commencer à écouter les signes, à noter les coïncidences, à dialoguer avec ce qui, peut-être, essaye de te parler depuis longtemps? Prends un carnet, commence à écrire, écoute tes rêves, marche dans la nature avec une question en tête, ouvre un livre au hasard. Sois attentif à ce qui se répète, à ce qui revient, à ce qui te touche. Car dans ces détails, il y a peut-être le message que tu attends, ou celui que tu n'attendais pas, mais dont tu avais besoin. Et si tu sens un frisson, une émotion, une clarté soudaine, n'en doute pas. C'est peut-être un signe. Le tien. Celui qui t'invite, ici et maintenant, à commencer à danser avec l'univers. C'est ton voyage. Que la synchronicité t'accompagne.